Nous allons commencer notre première intervention de la journée. J'appelle Alix Passard et Mathilde Jourdieu à venir nous rejoindre sur scène. Et puis, vous allez évidemment pouvoir poser vos questions à l'issue donc de leur présentation. Hop. La sécurité dans la relation instaurée avec l'enfant lors de sa prise en charge donc, est un socle nécessaire, essentiel. Alix Passard, vous êtes psychologue auprès du Centre régional du psychotraumatisme des Pays de la Loire en Loire-Atlantique. Vous exercez en outre au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique au CHU de Nantes. Et puis Mathilde Jourdieu, vous êtes également donc psychologue au Centre régional du psychotraumatisme des Pays de la Loire et vous intervenez sur le département de la Vendée. Vous êtes par ailleurs référente, ça a été dit, donc toujours en Vendée avec la cellule d'urgence médico-psychologique. Et toutes deux, vous allez nous décrire des pratiques concrètes à destination des enfants et des ados, avec notamment des techniques d'accompagnement utilisées justement dans la clinique du trauma. Merci beaucoup, je vous laisse le soin de dérouler. Merci. Merci à tous. Donc, comme vous allez le voir, avec Alix, on va se partager la parole en 4 temps. Et sur ces 4 temps, on va vous présenter quelques outils concrets qui ont vocation à être facilement mis en place par vous, peu importe votre profession, dans le lien que vous pouvez avoir avec les enfants. Donc, je vais commencer par vous présenter ce qu'on appelle le lieu sûr ou l'expérience sécure. Et on va commencer par une mise en situation concrète où je vais vous demander de participer à cette mise en situation et de suivre mon discours tout au long de cette mise en situation. Surtout que là, voilà, on est en groupe, on est 400, profitez de l'énergie de ce groupe-là pour partager ce moment ensemble. Et on commence par une mise en situation parce qu'on sait aussi à quel point, en fait, le fait que vous l'ayez expérimenté, vous ayez ressenti les choses dans votre corps, c'est ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir le retransmettre quand vous allez le présenter à l'enfant que vous allez accompagner. Et donc, comme c'est un colloque qui s'adresse aux enfants, le script que je vais vous faire là de la mise en situation s'adresse plutôt à des enfants. Donc, si ça fait un décalage avec ce que vous êtes, vous pouvez aussi imaginer que je m'adresse à vous, que je m'adresse à votre enfant intérieur. Ok ? Donc, c'est un script parmi tant d'autres. Bien sûr, c'est adaptable en fonction de l'âge de l'enfant, mais c'est pour vous faire une idée un peu à quoi ça pourrait ressembler de représenter une expérience sécure ou un lieu sûr. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir commencer la mise en situation et je compte sur vous et votre participation pour me suivre dans cette mise en situation. Donc maintenant, je vais te demander d'imaginer un lieu dans lequel tu te sens en sécurité. Ça peut être un lieu qui existe déjà, un lieu qu'on imagine, ou bien un lieu qui existe mais dans lequel on va venir modifier certaines choses pour que tu y sois encore mieux. Ça peut être, si tu ne sais pas trop vers où t'orienter, dans quel lieu, quelle expérience, peut-être ça peut être un lieu en extérieur, en plein air, comme une aire de jeu, la mer, la montagne, un terrain de basket, ou un lieu plutôt clos, fermé, comme une cabane ou une bulle. Maintenant, je vais te demander, dans ce lieu, qu'est-ce que tu vois ? Quelles sont les couleurs qui t'entourent ? Qu'est-ce que tu vois près de toi ? Et qu'est-ce que tu vois un peu plus loin ? Et encore plus loin. Si tu es dans un lieu clos, peut-être y a-t-il des fenêtres ou pas. S'il y en a, qu'est-ce que tu peux observer à travers ces fenêtres ? Et dans quelle position es-tu ? Tu peux être en train de bouger, de marcher, de courir, de jouer, de voler. Tu peux aussi être assis ou allongé. En tout cas, dans la position ou l'activité qui est
la plus confortable, agréable pour toi. Dans cet endroit, tu peux être seul, mais si tu le souhaites, tu peux aussi être accompagné avec quelqu'un, un copain, quelqu'un que tu aimes, qui te rassure, avec qui tu peux t'amuser. Ça peut aussi être un animal qui est avec toi, que la présence rassure. Quand tu es dans ce lieu, tu imagines ce que tu fais, ce qui t'entoure, avec qui tu es. Y a-t-il dans ce lieu une odeur particulière que tu apprécies ? Ça peut être l'odeur d'un gâteau qui cuit dans le four, le parfum de ta fleur préférée, l'odeur de la mer, le parfum de maman. Et comment est la lumière ? Peut-être qu'il fait clair, grand soleil, ou peut-être que c'est une lumière plus faible, plus douce. Et qu'est-ce que tu entends comme son dans cet endroit ? Quels sont les sons qui t'entourent dans le lieu où tu es ? Et quelles sensations tu ressens sur ton corps ? Ça peut être par exemple la chaleur, la douceur, du plaid ou du chat sur tes genoux, ou bien le vent frais sur tes joues, ou la neige qui craque sous tes pieds. Quand tu imagines tout ça, comment tu dirais que tu te sens ? Peut-être bien, détendu, calme, tranquille. Et qu'est-ce que ça fait comme sensation à l'intérieur, dans le corps ? Parfois, quand on se sent plus détendu, apaisé, on peut se sentir un peu plus lourd, comme si on s'enfonçait dans le sol. Ou bien on peut aussi se sentir un peu plus léger, comme si on avait enlevé un poids. Et puis parfois, on peut aussi avoir l'impression que l'air qu'on respire, il entre et puis il sort plus librement de notre corps. Reste avec ces sensations agréables et en même temps, tu vas pouvoir positionner tes mains comme moi. Regarde, tu vas venir mettre tes mains de chaque côté de tes épaules. Voilà, comme ça, très bien. Et puis, on va venir tapoter doucement sur une épaule et puis sur l'autre. En même temps, tu t'imagines dans ton lieu. Tu te rappelles tous les détails, ce que tu ressens. Tu peux fermer les yeux ou les garder ouverts. Si tu les gardes ouverts, tu peux fixer un endroit dans la pièce ou un objet. Et en même temps, tu tapotes doucement sur tes épaules, tranquillement. Très bien. Quand vous êtes prêts, on va pouvoir respirer un grand coup. Et puis on va pouvoir revenir à la présentation. Je vous remercie à tous pour votre participation. Donc, vous venez d'expérimenter ce qu'on appelle l'expérience sécure ou le lieu sûr. Je vous mets quelques points clés. L'idée, ça va être de suivre la création de l'enfant. Alors là, moi, je n'ai pas pu le faire parce que je ne peux pas avoir le retour de 400 personnes et m'adapter à chacun. Mais en fait, vous allez venir poser les questions à l'enfant, le co-créer ensemble. Et en fonction de ses réponses, vous allez vous adapter, lui demander des détails. Ok, il y a ça que tu vois, et quoi d'autre ? Et tu ressens ça sur ton corps, et qu'est-ce que tu ressens d'autre ? Et venir faire développer tout ça avec l'enfant et l'accompagner dans ce discours-là. Il va falloir
comme vous l'avez remarqué, spécifier les éléments de manière multisensorielle, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vois près, plus loin, comment est la lumière, est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est plus faible, qu'est-ce que tu vas sentir comme odeur agréable, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu vas sentir comme sensation sur ton corps, et puis on va venir appuyer aussi principalement sur les sensations sur et dans le corps pour pouvoir ramener et se reconnecter à des sensations qui sont soit neutres, soit agréables. Parce qu'on sait que dans le trauma, on a des sensations comme ça qui reviennent. Souvent d'ailleurs, c'est plus simple de dire quand je me sens stressée, un peu tendue, j'ai une boule au ventre ou je suis coincée au niveau du thorax. Mais les sensations de détente agréable, c'est un peu moins simple. Et donc là, il va falloir venir guider l'enfant. Et donc dans le trauma, souvent, toutes ces sensations, c'est perçu plutôt comme des signaux de danger. Et donc on va être en train d'essayer d'éviter toutes ces sensations-là. Et là, l'idée, c'est de pouvoir revenir se reconnecter à son corps avec des sensations qui sont plutôt sécurisantes, neutres et agréables. Avec l'enfant, ça va être important aussi de pouvoir représenter le lieu sûr d'une façon un peu plus tangible, concrète. Donc on peut passer par un dessin, on peut aussi passer par des cartes imagées où l'enfant va pouvoir choisir des cartes de certaines images et puis à partir de ces cartes, on va venir faire décrire un peu plus son lieu. Ça peut aussi être des images concrètes qu'on va chercher en fonction de ce qu'il nous a dit. S'il nous parle d'un parc, ok, le parc il serait comment? Et on va chercher des images concrètes d'un parc qui pourrait ressembler, dans lequel on peut ajouter des choses pour qu'il soit encore mieux. Mais pour les enfants, il y a besoin souvent qu'il y ait quelque chose de plus concret. Et puis, on va venir insister aussi sur l'importance de la relation. On laisse la liberté parce que parfois, c'est pas simple tout de suite de trouver une personne, une présence à mettre avec soi dans le lieu sûr parce que le monde et les autres sont perçus comme menaçants. Mais au fur et à mesure, on va venir essayer d'inclure dans ce lieu une relation sécurisante. Donc ça peut être avec un être humain, ce qui est quand même très bien, et ça peut être aussi avec des animaux. Donc ne pas sous-estimer le pouvoir des animaux chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Ok. Et comme la relation, c'est un point vraiment très important, je vais laisser Alix venir développer ce point-là avec vous. Merci Mathilde pour le partage de cette expérience. Je vais à présent aborder la question de la relation, qui constitue à la fois un besoin fondamental de l'être humain, mais également un levier thérapeutique vraiment puissant pour accompagner les enfants et les adolescents confrontés au psychotrauma. Alors en fait, l'être humain est avant tout un être relationnel. Et ça, on le sait notamment par rapport aux travaux de John Bowlby sur l'attachement, puisqu'on sait que c'est à travers la relation aux autres, et plus particulièrement aux figures d'attachement, que l'enfant va pouvoir développer un sentiment de sécurité interne. Ces donneurs de soins vont garantir en fait à l'enfant la protection et la sécurité dont il a besoin, enfin et la survie, les conditions de survie dont il va avoir besoin pour pouvoir explorer le monde. Mais au fond, ça veut dire quoi une relation sécure ? Une relation sécure, c'est une relation dans laquelle on peut expérimenter la liberté de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire. Elle est inconditionnelle et indépendante des performances ou des comportements de l'enfant. Je vais prendre un exemple du quotidien. Imaginons un enfant qui obtient une mauvaise note à une dictée. S'il est dans une relation sécure à ses parents, il pourra peut-être être déçu de son résultat, mais il ne craindra pas que leur amour pour lui dépende de cette performance. Vous voyez, il va comprendre que sa valeur en tant que personne, elle reste complètement intacte. Et dans notre équipe, au Centre Psychotrauma, on a tendance un petit peu à résumer les problèmes humains à deux grandes dimensions qui sont assez intriquées. La maltraitance d'un côté, l'abandon de l'autre. Et en fait, nous, c'est une grille de lecture simplifiée,
avec laquelle on travaille, avec laquelle vous pouvez être d'accord ou non d'ailleurs, mais qui nous aide à aider justement les personnes qu'on accompagne et qu'on souhaitait vous partager. Donc le vécu de maltraitance qui fait référence à effectivement tout ce qui va être oppression, impuissance, perte de contrôle. Le vécu d'abandon, c'est quand la relation n'est pas venue, qu'on est dans la carence. Et toutes ces dimensions, enfin ces deux dimensions, elles sont en lien avec 3 niveaux. La relation aux autres. Par exemple, là je me tiens devant vous, vous êtes 400 personnes, c'est un petit peu intimidant, et vous pourriez vous mettre à bâiller, ou pire, à me huer. Et là, peut-être que je pourrais ressentir un petit peu de maltraitance et d'abandon. Dans la relation à soi-même, on peut avoir le sentiment que le corps nous maltraite. Là, mon corps, il est forcément un peu sous stress. Et je pourrais le voir comme un ennemi, me dire, mais j'ai la main moite, j'ai la bouche sèche. C'est, voilà, la relation à soi. Et puis la relation au monde. Là, on serait dans une vision encore un peu plus pessimiste de tout le monde, de me dire, mais finalement, je suis là dans un congrès en train de vous parler du psychotraumatisme chez les enfants. Et puis je me sens un peu comme un tout petit colibri parce qu'il y a tellement à faire. Et voilà, et de se dire, les institutions nous abandonnent, on ne fait pas encore assez. Voilà ce qu'on peut un peu se représenter. Et ces histoires d'abandon, donc, et de maltraitance, qui se déclinent dans la relation à soi, aux autres et au monde, elles vont vraiment profondément colorer le discours des personnes que l'on va rencontrer, des enfants, des adolescents. Mais ce qu'on voudrait vous dire, ce qui nous semble vraiment très important, c'est aussi de dire que dans notre pratique clinique, on constate qu'au-delà du degré de maltraitance, c'est finalement le vécu d'abandon, le lâchage du tiers sécure qui va faire trauma. Je vais prendre un exemple dont on se sert souvent au CRP, dans nos formations, parce qu'il nous semble vraiment parlant. Premier cas, une adolescente qui, au cours d'une soirée, va être agressée sexuellement. Dans ce cas-là, elle va pouvoir en parler à ses amis. Ses amis vont tout de suite appeler ses parents. Ils vont prendre la mesure de l'événement, ils vont la soutenir, ils vont l'accompagner porter plainte, ils vont vraiment se mobiliser pour organiser une prise en charge psychologique rapide. Et avec ce soutien, elle va pouvoir mobiliser ses ressources pour traverser cette épreuve, malgré le fait que ce soit une épreuve extrêmement difficile, on est d'accord. Maintenant, deuxième situation, un peu différente, mais même contexte. Une adolescente est agressée sexuellement, toujours au cours d'une soirée. Elle en parle à ses amis qui lui reprochent d'avoir trop bu. Elle rentre chez elle, en pleurs, elle croise sa mère qui lui dit « Mais c'est pas étonnant, t'as vu comment t'étais habillée? Mais c'est de ta faute !» Et là, l'agression n'aura évidemment pas les mêmes conséquences. Il n'y aura pas de prise en compte de la gravité de l'événement, il n'y aura pas de soutien, elle va se retrouver seule en pleurs avec sa douleur et être en plus culpabilisée. Donc là, dans ce cas, dans cette vignette clinique-là, c'est une jeune fille qui accédera aux soins peut-être 3 ans plus tard au décours d'une admission pour tentative de suicide. Donc vous voyez, il y a le degré abandonnique, le degré de maltraitance. Finalement, s'il y a de la maltraitance, c'est-à-dire de la violence, mais avec du soutien, on peut aller du côté d'une remobilisation des ressources de la personne, mais lorsqu'il y a violence et abandon, ça va conduire à une survictimisation. Je voudrais vous dire quelque chose de très important ici. Peu importe notre métier ou notre champ d'intervention, qu'on soit soignant, travailleur social, éducateur, nous sommes tous amenés à un moment dans notre expérience à rencontrer un enfant ou un adolescent à l'épreuve du psychotrauma. Et ce qui est très important vraiment à retenir, c'est que c'est en fait la relation qui soigne et qu'on a tous un rôle à jouer dans ce processus. Par exemple, face à un vécu d'abandon, si on sent chez l'enfant ou l'adolescent du vide, l'antidote, ça va être le travail sur la relation. On va aider l'enfant à se reconnecter à une relation sécure. Parce que même dans un parcours chaotique, il y a quelque chose à attraper. Et l'urgence de l'accompagnement, c'est la relation qui tient. Quand il y a abandon, on va insister vraiment sur la considération, sur la reconnaissance des besoins de l'enfant. On peut par exemple utiliser une échelle de sécurité et demander à l'enfant, là, tous les deux, dans cette pièce, ensemble, sur une échelle de 0 à 10, à quel point tu te sens en sécurité dans cette pièce avec moi ?
Et puis, si l'enfant vous répond qu'il est à 6, vous pourriez lui dire « Ok, qu'est-ce qui fait que tu es plutôt à 6 qu'à 0 ?» Alors peut-être qu'il va vous répondre « ça va, tu as l'air gentil, on n'est pas trop mal dans ce bureau, il y a des jouets là dans le coin. » Et puis on va lui demander « Qu'est-ce qui pourrait t'aider à faire augmenter ce chiffre ?» Et là, on est déjà dans quelque chose où on co-construit dans la relation. Et on demande des choses, on reconnaît le fait que cet enfant, il est déjà à 6, c'est déjà pas mal, mais on peut l'aider encore à aller mieux. Et lorsque le discours en face de vous, de l'enfant, de l'adolescent, est saturé de maltraitance, ce qui domine là, c'est l'absence de liberté. Donc c'est cet antidote de travailler sur la liberté. On va essayer de rétablir la liberté d'expression et d'action. Et pour ça, en fait, on va travailler en question. On va presque faire que parler en question. Est-ce que c'est OK si on s'assied comme ça? Est-ce que tu souhaites arranger les choses autrement? Est-ce que tu as envie de jouer? En fait, on va vraiment privilégier la posture respectueuse et la position basse. On va éviter, par exemple, de mettre un bureau entre l'enfant et soi, parce que ça instaure à nouveau un rapport de domination. En fait, on va essayer d'être ensemble avec l'enfant dans une relation qui va être précisément le contraire de ce qui a été vécu dans le trauma. C'est-à-dire être en relation et se sentir libre dans la relation. Pour soutenir les enfants et les adolescents, nous utilisons des outils de médiation. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Mathilde, qui vous présentera l'un d'entre eux. Donc on va vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les figures symboliques. On va utiliser souvent les figures symboliques lorsque l'accès aux ressources n'est pas simple et qu'on a du mal à trouver des figures de soutien rassurantes, sécurisantes, des expériences où les enfants sont sentis en sécurité avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ou qu'il n'y en a pas eu, mais simplement que là, pour l'instant, c'est pas encore accessible. Et donc, il va falloir qu'on utilise des outils de médiation pour pouvoir ramener un peu tout ça. Et donc, les figures symboliques en font partie. Concrètement, comment ça se passe ? Première étape, ça va être de créer une figure symbolique en recherchant, qu'est-ce que ça pourrait être comme figure, quel serait son héros. On va pouvoir lui poser, par exemple, la question « Quel est ton héros préféré ?» Et s'il nous en amène un, on peut lui demander « Ok, est-ce qu'il y en a d'autres ?» Parfois, c'est pas toujours simple pour lui de trouver comme ça une figure, un héros tout de suite. Peut-être que vous pouvez l'aider en lui rappelant certaines références dont il vous a parlé lors de vos échanges. Vous pouvez aussi l'aider tout en travaillant sur votre relation avec lui, en lui donnant quelque chose de vous et en lui partageant des figures symboliques qui vous seraient propres à vous et qui potentiellement pourraient aussi lui parler. Par exemple, moi, il m'arrive parfois de leur parler du professeur McGonagall dans Harry Potter, qui protège, fait respecter la loi, essaie d'essayer le potentiel de chacun avec bienveillance. Ou bien de l'ours en armure du livre La Croisée des mondes, Yorick Bernison, pour ceux qui auraient la référence, pour son courage, sa force, sa ténacité. Cela permet également de montrer à l'enfant que la figure symbolique peut aussi être un animal. Parfois, vous allez vous trouver avec des enfants qui auront une pauvreté d'accès à des films, à des livres, à des références particulières. Et là, vous allez plutôt être sur des figures symboliques qui vont être des personnages connus pour eux, comme des joueurs de foot ou des youtubeurs, par exemple. Ensuite, donc une fois que l'enfant a trouvé son héros, en fonction de l'âge et comment vous le sentez aussi vous, on dit à partir de 7-8 ans, vous allez pouvoir lui demander pourquoi est-ce qu'il choisit ce héros-là.
et qu'est-ce qu'il apprécie chez lui. Par exemple, il y a un de mes patients d'une dizaine d'années qui avait choisi en figure symbolique le personnage de Naruto. Donc je lui demande pourquoi. Il me dit parce qu'il est courageux, qu'il lâche rien, qu'il est drôle et que c'est un bon ami. Et donc là, on peut enchaîner en lui demandant « Ok, donc pour toi, c'est important d'être un bon ami ». Et ça permet de faire du lien avec des expériences vécues à lui, avec d'autres enfants où il s'est senti être un bon ami ou que ses amis sont aussi des bons amis. Enfin, on ramène en fait à des expériences concrètes vécues. Et puis, l'étape suivante, ça va être de créer un dialogue avec là où les figures symboliques. En lui disant, par exemple, si tu penses à ton héros, imagine qu'il est à côté de toi. Donc, si tu penses à Naruto, là, maintenant, imagine qu'il est à côté de toi. Qu'est-ce qu'il te dirait ? Et à ce moment-là, ce que va dire le héros, ça va avoir beaucoup plus d'impact que si c'est vous qui lui disiez directement. Ok ? Et puis, on va lui demander, ok, quand Naruto il te dit ça, qu'est-ce que ça te fait ressentir de différent à l'intérieur de toi ? Et là, on revient à nouveau se reconnecter à des sensations plus apaisées, neutres. Ok ? Et puis, comme pour le lieu sûr, pour les enfants, il va falloir créer un support tangible. En fonction de l'âge, vous évaluez. C'est vrai que pour les plus petits, l'achat d'une figurine du héros, ça peut être assez bénéfique parce qu'ils l'ont avec eux, c'est tangible, ils peuvent la mettre dans leur poche, ils peuvent la ressortir si besoin. Ça peut être aussi en passant par le dessin ou alors en faisant des collages, donc en recherchant des images, des figures symboliques et puis venir les coller sur une feuille. Et puis ensuite, pour les ados, par exemple, ça peut être, je fais un collage, je prends en photo ce collage et comme ça, je l'ai tout le temps sur mon téléphone. Ou que je mets une image de ma figure symbolique sur mon téléphone pour pouvoir le ressortir si besoin. Et puis, l'idée là, ça va être de venir entretenir le dialogue. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de vos rencontres avec l'enfant, maintenant que vous avez établi ensemble une figure symbolique, n'hésitez pas à la solliciter. C'est-à-dire que quand l'enfant vient vous amener une situation pas simple pour lui, qu'il est en train de vivre en ce moment, ou quelque chose qui l'appréhende, venir lui dire « Ok, là, quand tu me racontes ça, je sens que ça t'angoisse, que ça te fait peur. Si t'imagines là, Naruto à côté de toi, qu'est-ce qu'il pourrait te dire là pour t'aider ?» Et puis, voilà, vous entretenez ce dialogue-là, vous le faites ensemble avec lui, parce qu'on sait que plus vous allez le faire avec lui, plus lui ensuite il pourra se l'approprier, parce qu'il aura assez fait avec vous, ce sera à l'intérieur de lui, se l'approprier pour le faire ensuite tout seul en autonomie. On dit en général que si on a un patient à qui on a transmis un outil et qu'il ne le fait pas en autonomie, c'est que vous ne l'avez pas assez fait ensemble. Ok. Pour terminer cette présentation des figures symboliques, je voulais vous faire part d'une vignette clinique, donc une autre que celle de Naruto. C'est celle d'une jeune de 16 ans que j'ai accueillie donc, dans le cadre des consultations Centre régional psychotrauma, qui était en foyer depuis quelques temps et qui, lors de son développement, de son enfance, a bénéficié de peu d'étayage familial. Et puis, lors des entretiens, il y a peu de ressources qui sont accessibles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là, mais que là, elles ne sont pas accessibles. C'est une patiente qui parle peu, comme certains autres ados qu'on peut rencontrer. On sent qu'on rame un petit peu parfois, tous. Donc, à ce moment-là, je décide d'amorcer un questionnement des figures symboliques. Au départ, elle n'a pas d'idée du tout de suite. Je lui fais part des miennes. Et là, il lui vient le personnage de Mishka. Mishka, c'est l'ours du dessin animé Masha et Mishka. Tout d'abord, elle évoque le fait qu'il s'agit d'un dessin animé d'origine russe et qu'elle-même est née en Russie et que ça la ramène finalement à ses racines. Puis je lui demande pourquoi précisément le personnage de Mishka, pourquoi cet ours ? Et là, elle me dit
parce qu'il protège la petite fille alors qu'elle n'est pas de sa famille. Et à ce moment-là, on peut entamer une discussion autour des figures de soutien qui nous entourent et qui viennent nous soutenir alors que ce n'est pas forcément des personnes de notre famille. Et là, ça lui a permis en fait de faire un lien avec une de ses éducatrices référentes qui, dans différentes étapes, dans différentes choses qu'elle a traversées, a pu la soutenir et la sécuriser. Donc en fait, grâce à la médiation des figures symboliques, on a pu revenir à des expériences concrètes vécues où elle s'est sentie soutenue et en sécurité. Donc voilà pour les figures symboliques. Donc, comme vous l'avez vu, là, on vous présente un peu des outils concrets avec Alix. Et donc Alix, elle va enchaîner là, avec un dernier outil qu'on souhaitait vous présenter, vous partager. Donc, je vais maintenant évoquer la trousse de secours, qui est en fait une expérience qui consiste à co-construire une boîte à outils avec un enfant ou un adolescent, constituée d'éléments qui vont pouvoir l'aider à faire face à ses difficultés. Alors, j'ai dit que c'était un support à la relation et l'autonomie, parce qu'en fait, la relation, c'est dans l'idée de faire ensemble, mais de faire ensemble pour que cet ensemble continue d'exister en l'absence de l'autre, donc l'autonomie. Je vais prendre le cas d'une vignette clinique pour illustrer un peu mes propos. J'ai rencontré une adolescente, Stécie, qui avait 13 ans il y a quelques années, placée en famille d'accueil. Quand je l'ai rencontrée avec son assistante familiale, j'ai été vraiment frappée par le sentiment d'impuissance, finalement qu'elles avaient toutes les deux, elles le partageaient ça. Impuissance à pouvoir, pour Stécie, faire face à ces déclencheurs, donc les déclencheurs qui évoquaient le trauma, par exemple l'odeur de son agresseur, parce qu'elle a été longtemps agressée sexuellement dans sa famille d'origine, mais également elle me faisait part d'un grand vide, il y a eu énormément de carences. Et puis pour son assistante familiale, je remarquais qu'il y avait un très très bon lien, une très belle relation entre elles deux. Ça faisait 5 ans qu'elles se connaissaient. Et l'assistante familiale me disait aussi, moi finalement, je ne sais plus comment aider Stécie et je ne la comprends pas toujours. Donc là, on va parler d'un outil que vous pouvez faire, en fait, tous et toutes, et que vous pouvez même faire dans une presque prescription de tâches interactionnelles. Puisque vous verrez, en fait, j'ai commencé à travailler en séance avec Stécie sur cette boîte à outils, mais ça s'est continué avec sa famille d'accueil. En fait, le préalable, c'est d'essayer d'explorer les ressources de l'enfant. C'est-à-dire de commencer en posant des questions vraiment toutes simples, comme qu'est-ce qui t'a aidé à faire face à un moment difficile, en fait, qu'est-ce qui a déjà marché auparavant. Et de vraiment poser des questions pour affiner. Stécie m'a dit, quand ça va mal, j'écoute une chanson, toujours la même. Oui, mais c'est quoi cette chanson ? C'est une chanson, j'aime bien, elle est très vivante, et puis je l'écoute avec ma meilleure amie. Ouais, alors là, ça commence à m'intéresser. Je me dis, il y a une relation, tu l'écoutes avec ta meilleure amie, dans quel contexte ? Quand on rentre du collège, on est dans le bus toutes les deux, on a une oreillette de chaque côté, et puis on écoute cette musique, on l'adore. Ouais, tu ressens quoi dans ton corps quand tu penses à ce moment avec ta meilleure amie à écouter cette musique ? Vous voyez, on déplie les choses un peu comme ça. Donc j'ai commencé avec Stécie, puisqu'il y avait aussi les odeurs qui étaient donc très très présentes, les odeurs de l'agresseur. Vous voyez un peu dans les illustrations, il y a des petites huiles essentielles. Et donc elle avait choisi un flacon d'huile essentielle d'ylang-ylang, qui est réputé, on va dire, pour sa très bonne odeur, mais également ses vertus relaxantes. Et elle se disait ça aussi, je crois que je vais le mettre dans ma boîte à outils. Et c'est là que j'ai passé la main. J'ai invité l'assistante familiale à entrer en consultation. Et on a discuté ensemble de comment elles allaient pouvoir continuer ce travail dans la relation. Comment elles allaient pouvoir peut-être ensemble aller chercher une trousse, puisque Stécie ne voyait pas spécialement la construire. Avec des enfants, ça peut se faire. On peut prendre une boîte à chaussures ou construire n'importe quel contenant.
Stécie, elle avait envie de se trouver une petite trousse. Elle y a été avec son assistante familiale, toutes les deux. Elles ont été acheter la trousse. Et elles ont en fait continué ce travail. En fait, cette action ensemble, elles se sont vraiment aussi sécurisées dans la relation. D'un côté, l'assistante familiale disait je me sens moins impuissante puisque je suis en train d'essayer de raccrocher Stécie à ses ressources. On réfléchit à ce qu'il a déjà aidé dans la vie. Par exemple, il y avait un animal au domicile et elle s'est dit je voudrais mettre quelque chose de doux qui me rappelle un peu ce contact dans ma trousse. Donc voilà, elle a été chercher quelque chose, une sorte de petite peluche très douce. Elles ont constitué les choses ensemble. Et puis, pour en revenir au sentiment d'impuissance que me décrivait Stécie, la création de cette boîte à outils, en fait, elle lui a redonné du pouvoir, de la liberté, en fait, à agir sur ces déclencheurs et à pouvoir se réapproprier les choses et se dire je peux avoir quelque chose par rapport au stress. Et donc il y a même un protocole un peu qui a été mis en place avec son prof principal. Elle avait la possibilité, si elle le souhaitait, de quitter les cours avec sa petite trousse, d'aller dans le couloir où elle voulait, et puis de prendre des éléments et de pouvoir se calmer. C'est quelque chose donc qu'on peut tous faire. Pour conclure finalement sur l'ensemble de nos interventions avec Mathilde, on peut dire que la prise en charge du psychotrauma chez l'enfant, elle repose finalement sur des fondations vraiment simples mais essentielles, c'est-à-dire la sécurité et la liberté dans la relation. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Je vous invite à rester au pupitre. Merci beaucoup. Alors vous allez pouvoir maintenant poser vos questions si vous le souhaitez. Toute question est la bienvenue. Nous allons pouvoir vous passer un micro. Nous avons là donc Muriel et Charlotte qui sont sur les côtés. Vous levez la main tout simplement. Si vous souhaitez, on va prendre le temps d'accueillir ce qui a été dit. Mais nous avons un temps donné pour pouvoir échanger. Vous allez pouvoir échanger avec les intervenantes Alix Passard et Mathilde Jourdieu sur ce qui vient d'être dit. Voilà. Merci en tout cas. On se laisse un tout petit peu de temps pour accueillir et voilà, toute question, toute remarque même est la bienvenue. Le temps que les questions arrivent, là, je me permets peut-être. Allez-y. Merci beaucoup. Ça me dit quelque chose là, effectivement, ce dont vous avez parlé. Je voulais juste rebondir un peu parce que c'est effectivement toujours un peu la même optique. C'est comment je peux agir, exprimer ma liberté. Il ne faut pas que ce soit une liberté qui tombe dans le vide, parce qu'on voit beaucoup d'agitation un peu stérile. L'idée, c'est que les actions, ce qu'on fait, puissent rejoindre une relation. Parce qu'effectivement, on va avoir beaucoup d'enfants, d'adolescents qui ont des actions qui tombent un peu dans le vide, qui vont de la scarification à des comportements un peu désadaptés, des conduites à risque. L'idée, là, c'est vraiment de travailler sur comment je peux retrouver effectivement un peu de contrôle, une action, mais qui ne tombe pas dans le vide, qui va rejoindre quelqu'un. Et je vois pour les figures symboliques, c'est vraiment intéressant parce que là, tu as présenté un peu le début du protocole, mais après, on va pouvoir peut-être poser aussi des questions du genre qui ne serait pas surpris là, que ça soit important pour toi, ce héros? Et ça permet de refaire revenir du monde. Qui ne serait pas surpris que ça soit important pour toi de protéger, des choses comme ça. Et on va pouvoir refaire revenir du monde à chaque fois. Et des gens qui ne sont pas visibles au début. Vraiment, le truc des figures symboliques, c'est super parce que au début, si on pose des questions assez basiques sur par qui tu te soutiens, par qui tu te sens soutenu en ce moment, parfois personne ne vient. Et c'est bien ça la problématique. Donc le fait de passer par les figures symboliques va permettre justement quelque chose d'un abord à la protection qui est beaucoup plus simple. Et après, on fait revenir du monde. Et quand on est en lien avec cette figure symbolique, on va dire « Ah oui, tiens, cette infirmière scolaire, ou ce prof, ou il y a d'autres gens qui vont venir. » Le but, c'est de faire venir du monde dans un univers qui est vide, qui est très vide. Donc ça me semble vraiment très intéressant. Et de la même façon, pour la boîte à outils, alors moi, vous voyez des petits, moi je vois surtout le plus bas des ados ou des adultes. Alors la boîte à outils, elle s'appelle le smartphone, quoi, maintenant. Donc... et le doudou que tout le monde a là aujourd'hui, c'est plutôt le téléphone. Et par exemple, moi je fais plutôt des boîtes à outils, mais sur le téléphone avec l'onglet notes. Donc parfois, là vous voyez bien, c'est des séances un peu hypnotiques. Là. Donc on peut faire ce genre d'outils, là, ce que vous avez proposé
Mathilde. Et par exemple, sur cette séance dont elle parlait avec un enfant, on pourra arriver à la fin à discuter dans cet endroit. Tu parlais d'un endroit un peu où les gens sont. Qu'est-ce qui surnage de cet endroit? Puis les gens vont dire la mer ou autre chose comme ça. Et on pourra chercher sur Internet une photo, par exemple, qui représente cet endroit et qu'on va pouvoir mettre dans la boîte à outils et qui permettra ainsi de compléter les choses. Ça fait qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, que vous partagez quelque chose avec l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, pour certains, vous allez pouvoir essayer de le résumer à un mot, une photo, quelque chose que vous allez pouvoir mettre dans cet onglet notes qu'il y a dans tous les smartphones. Et comme ça, les gens en difficulté auront leur boîte à outils sur eux. Bon, voilà, il y a plein de choses à réfléchir là-dessus. L'idée, c'était aussi un peu de meubler le temps que les questions arrivent. N'hésitez pas, aidez-nous là. Elles ont essayé de vous offrir quelque chose. Donc offrez-nous vos questions, ça va permettre même n'importe où. Ouais, il y en a une, ce que j'allais dire. Merci. Sur la question, oui, les figures symboliques. Merci beaucoup, madame. Allez-y. Alors, moi, ma question, c'est que je travaille avec des jeunes qui, des fois, ont un langage très, très limité. Comment vous metteriez ces outils en place, sachant que le langage, c'est pas leur mode de communication préféré? Oui, on s'en plaît. Ça peut être éventuellement sur des choses qui vont vous rapporter si vous en rapportez, sinon en passant par des images aussi. En présentant des images, telle image, tel héros, même si ça ne représente pas un héros forcément connu, etc. Mais là, tu le choisirais plutôt dans quelle position, présenter les images de différentes positions, et puis comment il sera habillé, et puis en fait on va être obligé de venir étayer un peu plus. Et ça peut être en effet à l'aide d'images qu'on va venir pour aider à venir orienter un peu plus. Oui, là, ce qui me vient, c'est effectivement sur la question des images, peut-être de se procurer des cartes un peu métaphoriques et associatives. Alors, un peu comme dans le jeu du Dixit, mais il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui, notamment les O-cards, qui sont assez intéressantes, où vous pouvez, avec l'enfant, lui demander, tiens, par exemple, est-ce que tu pourrais choisir 3 cartes qui, pour toi, constituent une ressource quand tu vas pas bien? Et puis après, à partir de ça, vous allez pouvoir tirer le fil et vraiment amorcer la conversation. Voilà, enfin, le dialogue et être dans l'échange. Ça peut être pas mal comme support pour commencer. Si je peux me permettre aussi, oui. Juste, c'est important cet accueil inconditionnel, c'est aussi qu'effectivement, l'idée d'accueillir des gens qui ont un problème de psychotrauma, c'est qu'il ne faut pas avoir bac+12 de psychotrauma. C'est-à-dire qu'effectivement, la carence, on sait bien que ça fait des troubles cognitifs, avec des gens qui vont être inhibés, qui vont avoir du mal à parler, et les accepter, ça veut dire accepter qu'ils ne soient pas des pros de la parole comme nous, que ça soit autre chose, que ça se passe vraiment, que la rencontre puisse se faire différemment, qu'on ne soit pas obligé de parler, de dire, parce que justement le trauma, c'est un truc qui est indicible. Donc si on demande aux gens de parler d'un truc indicible, on est dans un paradoxe, quoi. Donc c'est comment on peut faire un espace où les gens se sentent bien, et parfois même il y a certains patients, juste qui passent un bon moment. Juste ça, mais c'est thérapeutique, parce que la vie, elle est juste chiante tout le temps pour eux. C'est tout le temps de la maltraitance, tout le temps de l'abandon, ils sont tout le temps jamais à la hauteur, rien que de passer un bon moment avec nous. Donc ça peut être juste être à côté, comment on se positionne, mais discuter, alors nous on a une équipe de foot un peu de merde mais en ce moment, mais discuter du foot, discuter de la pluie, du beau temps, que les choses... ça semble être anecdotique, mais discuter de la pluie et du beau temps chez les grands singes, c'est l'équivalent de s'épouiller. Et c'est important parfois juste de faire ça. Comment on peut faire de la relation, on fait des mots, et voilà, que ça soit pas la galère de voir le psychologue, de voir le psychiatre, que ça... peut-être un moment, et même si on n'a pas l'impression de faire des trucs... voilà, c'est comme ça qu'on apprivoise. Parfois apprivoiser, ça demande du temps, ça demande des mois, parfois des années, mais c'est un boulot. Et c'est un beau boulot à faire quand même. Donc peut-être pas trop se prendre la tête à faire des trucs parfois super intelligents. Voilà, juste être là, et qu'on puisse être là en disant pas grand-chose. Et que ça puisse quand même être confortable. Je vois là une main levée, merci. Juste au premier rang et ici aussi. Alors on revient vers vous après, on va démarrer ici. Merci monsieur. Je vois que la relation est au centre de la nature humaine. Avec les deux dimensions,
sécurité et autonomie et liberté. Dans quelle mesure il y a un problème dans ces dimensions humaines en dehors du psychotrauma chez les adultes et quelle est la part de la responsabilité de la mauvaise éducation et du fonctionnement social en général? Alors, il nous reste quelques minutes. On va prendre le temps de s'arrêter sur cette question. Je vais laisser les intervenantes y réfléchir comme ça vient, j'ai envie de dire. Voilà, sur cette oui, effectivement, réflexion. Ça fait un peu bac philo. Hein. Alors, c'était d'abord un commentaire et puis une question. Vous avez encore le micro ou pas loin? Oui? Non? Allez-y, monsieur, peut-être préciser... Non, mais c'est vrai que juste de repréciser un tout petit peu... parce que vous nous disiez... Juste sur quoi une le problème reformulation avec ces dimensions? En fait, est-ce que c'est seulement en lien avec le trauma ou est-ce que c'est des problèmes humains fondamentaux? C'est un petit peu ça, est-ce que j'ai compris ce que vous vouliez me dire? Souvent, en tant que soignant, oui. On est en face à face avec des clients ou patients, comme oui. Vous voulez. Et on voit le monde à travers ce que notre programmation mentale et nos représentations personnelles antérieures et actuelles nous permettent de voir le monde. Donc forcément, j'ai aimé l'idée qu'on vit dans un monde pas forcément réel, parce que la réalité finalement peut être virtuelle, personnalisée, et ça nous empêche de voir les choses comme ils sont en réalité, qui est vécu parce que souvent le vécu est différent de l'expérience. Donc on peut avoir tous une même expérience, mais le vécu est différent chez chacun. Donc forcément, si moi je suis exposé, je ne sais pas différencier, est-ce que la situation c'est un vraiment traumatisme ou c'est pas le cas, et ça me prévient peut-être de m'embarquer oui. dans un suivi à long terme, et quelle est la part, comment je peux juste être rassuré à travers un support de résilience chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte aussi, parce que on a un problème avec les adultes spécialement, surtout quand on travaille dans un réseau. Vous venez de dire quelque chose d'important, c'est-à-dire est-ce que c'est un peu l'événement qui est traumatique ou le vécu? Vous avez parlé de réalité. Alors est-ce qu'on peut parler de réalité? Il y a, je crois, aucune réalité. On a tous des vécus subjectifs qui forment notre réalité, notre monde, et on parle à partir de ça. Aujourd'hui, je vous parle à partir de ça, de ce que je suis, de ce que j'ai vécu avant. Et en fait, on va travailler avec ça dans la relation à l'enfant qu'on aide, à partir de son vécu, et justement pas se limiter à se dire il a vécu tel ou tel événement, donc ça a tel impact, puisque ça va être extrêmement variable, c'est son vécu qui va compter. Et en fait pouvoir reconnaître ça, valider quel que soit l'événement, parce que l'événement il va peut-être vous paraître plus ou moins grave, enfin je ne sais pas si on est en train de parler de ça aussi, mais c'est son vécu qui compte. On le valide et on peut travailler à partir de ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais la question était quand même un peu complexe. Elle demande à s'y arrêter, peut-être à la pause qui va arriver juste après. On se donne encore 5 minutes. Il y avait une question devant, merci. Oui, bonjour, Nicolas Gauff, je suis psychiatre sur le CRP Hauts-de-France. Je voulais vous remercier pour cette première intervention. Je trouve ça très chouette de commencer par ça, parce que du coup, je pense que c'est vraiment les fondamentaux. Et donc, je trouve ça hyper chouette de donner des outils très concrets. Donc déjà, merci pour ça. Et puis, c'est vrai que ça me faisait penser au fait que la question du trauma, c'est une question qu'on ramène beaucoup du côté des soignants, du côté de l'expertise, du côté de la spécialité. Et en fait, on démunit, je trouve, beaucoup les acteurs de terrain, les premiers acteurs, ça va être les assistants familiaux, ça va être les éducateurs dans les foyers, ça va être les assistants sociaux, en faisant de la question du psychotrauma quelque chose du spécialiste. Et effectivement, je trouve que c'est important de rappeler qu'on peut faire plein de choses en fait avec ces enfants bien en amont, qu'en fait c'est pas une question de spécialiste uniquement, que tout le monde peut aider là-dedans. Et je pense que ce que vous avez montré là est un très très bel exemple de tout ce qu'on peut transmettre à n'importe quelle personne en fait qui entoure ces jeunes et qui les accompagne. Et du coup, je voulais surtout témoigner de ça et vous remercier, mais du coup je pose quand même une question et vous demander si du coup vous organisez des formations ou des sensibilisations, justement pas sur la question du trauma, parce que
nous, au CRP, c'est beaucoup ce qu'on fait. Mais justement, sur la question de tous ces outils-là, et uniquement ces outils-là, en tout cas ces unités qui permettent ces éléments qui permettent de donner les premières ressources, qui sont vraiment, on le sait tous, la base effectivement de tout travail qui va aller après. Est-ce que vous faites des formations dans votre CRP ou via le CRP sur ces éléments-là? Merci. En fait, on fait les deux. Par exemple, dans notre module 1 de formation sensibilisation, il y a une partie un peu théorique dans l'idée qu'on puisse quand même partir sur un langage commun autour du psychotrauma. Et ensuite, on va très vite en fait sur des présentations d'outils concrets, pratiques qui peuvent être mis en place par tout professionnel qui va être au contact, en lien avec des enfants, peu importe en fait sa spécialisation. Et puis voilà, on les met en lien ensemble, on les pratique et puis on revient en fait sur des éléments que eux vont nous apporter et on va pouvoir co-construire ça ensemble sur dans leur quotidien, il se passe ça, qu'est-ce que là concrètement je peux faire de ma place de professionnel dans ma structure dans cette situation-là. Merci. Désolé, mais effectivement c'est fondamental ce que tu dis, parce que il y a deux choses dans ce que tu dis. Première chose, c'est que moi j'en peux plus des trucs où il faut repérer, orienter. Parce que repérer, orienter, c'est super, mais le problème c'est qu'en aval, il n'y a plus personne, quoi. Donc on repère, on oriente, puis il y a 2 ans d'attente derrière. Donc je pense que c'est à chacun effectivement de prendre sa part, et c'est très important effectivement dans les formations. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ils puissent repartir en sachant faire quelque chose. Donc effectivement, on propose des théories sur le psychotrauma, mais c'est plutôt des théories... pour moi, il y a 2 mondes. Il y a le monde de la psychopathologie. C'est un monde où on va décrire la carte du désastre, le DSM, les trucs. On va enfermer les gens dans des cases, et puis on est là, c'est vraiment la merde. Et puis il y a la carte de la psychothérapie, où on peut bouger, on peut essayer de trouver des solutions. Donc les théories qu'on propose, nous, elles vont plutôt être dans cette carte de la psychothérapie, parce que par exemple, des théories comme maltraitance, abandon, qui restent des théories, des croyances, hein. Derrière, à chaque fois, il y a un outil concret. Comment on fait de la relation, comment on se place, comment on fait de la liberté. Ou alors, il y a d'autres théories sur le psychotrauma qui vous permettent de recadrer. Certaines femmes vont dire j'étais consentante. Puis non, en fait, on va découvrir que c'est pas être consentante, c'est du figement ou de la dissociation. Et il y aura vraiment une différence entre rien faire et faire rien. Donc, on va avoir plein de théories un peu comme ça qui permettront... Je ne dirais pas des théories pour être en haut et pour classer les gens, mais des théories qui, nous, on pense, permettent un recadrage. Parce qu'on va arriver dans le psychotrauma, quand ça dure depuis des années, à des comportements qui semblent aberrants pour les gens. Des scarifications, des comportements sexuels à risque. Et tous ces comportements-là, on peut les expliquer, il peut y avoir des théories pour les expliquer. Et c'est important que les gens puissent se dire je fais de mon mieux avec ce que je fais, quoi. Parce que sinon, au bout de quelques années, on va avoir des discours sur les gens qui vont être très dévalorisants. Je suis une toxico, je suis pervers, alors qu'on peut expliquer pourquoi il y a ce genre de comportement. Pourquoi on retourne vers l'agresseur, pourquoi on fait ça. Et au-delà de trauma complexe, traumatique, moi, à mon sens, ça sert à rien, ça. Et puis, tu as déjà ça dans les bouquins. Donc, ce qu'on essaie, c'est de faire des formations où il y a autre chose que les bouquins. J'arrête ça. Pardon, je fais le maître du temps, mais merci beaucoup pour ces premiers champs d'intervention.